Voilà, bon, je pense que je peux commencer. Alors, je vais juste rapidement introduire cette série de cours un peu particulière, puisque le cours lui-même sera précédé par une projection de film, donc vous aurez droit à cinéma gratuit. Et alors pourquoi alors soit projection de film, soit dans un cas le 22 mars, carrément une représentation théâtrale, et à ce moment-là, ça sera à l'amphithéâtre Marguerite de Navarre. Alors pourquoi j'ai décidé de faire cette forme inhabituelle? C'est ma dernière année de cours au Collège de France, donc je me disais que je pouvais faire des choses un peu expérimentales. Et surtout, quand on fait des cours sur des maladies génétiques, on parle des mécanismes, on va décrire un peu la clinique, quelles sont les manifestations cliniques, les mécanismes, les stratégies thérapeutiques, les aspects de diagnostic, etc. Mais finalement, on reste, je dirais, un peu extérieur à ce qui est le vécu des patients et des familles. Donc, une possibilité aurait été effectivement d'inviter des patients ou des familles. J'ai trouvé que c'était peut-être un peu délicat. Ça se fait, je dirais, quand il y a des réunions des associations de familles. C'est une manière justement de rencontrer les patients et les familles et de savoir ce qu'elles vivent au quotidien. Mais je me suis dit que c'était peut-être intéressant de voir comment, dans certains cas, certaines de ces maladies ont été présentées au cinéma comme peut-être pas le sujet unique d'un film, mais en tout cas quelque chose qui a de l'importance dans le film. Donc j'ai choisi, si vous voulez, 4 films, et à partir de ça, j'ai décidé de faire le cours sur la maladie dont le film parlait. Donc aujourd'hui, nous aurons donc un film américain, un film hollywoodien avec des acteurs connus, Nick Nolte, Susan Sarandon, et que je trouve particulièrement intéressant. Alors c'est un bon film, c'est sans doute pas un chef-d'œuvre du cinéma, parce que sur les problèmes qu'il pose sur le développement thérapeutique dans les maladies rares, et le fait que quand on pense avoir une molécule qui est active, il devient quasiment impossible de faire des vrais essais cliniques en double aveugle, parce que, évidemment, les patients ou leurs parents ne veulent pas prendre le risque d'être dans le placebo, alors qu'il y a une molécule dont on est quasiment sûr qu'elle marche ou qu'elle pourrait marcher, que de toute façon, il n'y a pas d'alternative. Donc je pense qu'il pose bien ce problème, et nous verrons justement quelle est la suite du film, parce que le film annonce que grâce je dirais, à l'action d'un parent particulièrement audacieux, le film se conclut par il y a maintenant un médicament, et malheureusement, bien, il n'y avait pas de médicament. Donc, voilà. Et puis, il y aura ce beau film qui a eu pas mal de succès en 1996 sur la trisomie 21, enfin c'est pas un film sur la trisomie 21, c'est un film où vous avez la rencontre entre une personne, je dirais, normale, donc Daniel Auteuil, et puis un jeune homme atteint de trisomie 21 et qui s'échappe de l'institution dans laquelle il vit. Donc je pense que c'est un film qui pose un certain nombre de questions intéressantes. Ensuite, la permission de minuit sur une pathologie qui entraîne des risques de cancer de la peau extrêmement importants, et donc il faut protéger les enfants contre les UV. Les UV évidemment présents
tout le temps autour de nous. Et puis le dernier film est en fait un documentaire sur un très grand jazzman, Michel Petrucciani, et il se trouve que Michel Petrucciani était atteint d'une maladie des os qu'on appelle ostéogenèse imparfaite, la maladie des os de verre, et il est mort, je crois, à 37 ou 38 ans, évidemment, en grande partie à cause de cette maladie. Donc ça, c'est les 4 films. Et puis, alors, le 22 mars, c'est encore un peu plus particulier, puisque ça sera une représentation théâtrale, alors c'est un one-man show, comme on dit, enfin, qui est écrit et joué par quelqu'un qui fait, dans la vie du théâtre, et notamment du théâtre d'improvisation, et qui a écrit et qui joue cette pièce, dont le point de départ est qu'il a un enfant atteint d'une maladie hépatique extrêmement grave, et le début, c'est qu'on lui annonce qu'en fait, cet enfant, qui je crois, que 40 jours, etc., n'a plus longtemps à vivre. Donc c'est une pièce qui est à la fois drôle et émouvante, qui est très bien. Et, donc ça sera l'Amphi Marguerite de Navarre. J'ai d'ailleurs une dia ici qui la présente. Alors ça ne parle pas que de génétique, ça ne parle pas que de la maladie génétique, ça parle de génétique d'une certaine manière, parce que le père va raconter finalement, comme cet enfant va mourir, il se dit que je vais lui raconter l'histoire de la famille. Et c'est une histoire compliquée. Et puis la famille, c'est quand même la génétique aussi. Voilà. Donc, si vous pouvez dire autour de vous de venir pour cette pièce, l'Amphi Marguerite de Navarre est suffisamment grand pour accueillir pas mal de monde. Et je pense que vous serez, je pense, très, très heureux de voir cette pièce. Et alors, comme c'est une maladie dont je ne connaissais même pas le nom avant de voir la pièce représentée à Strasbourg, je me suis dit que ce n'était pas moi qui allais faire le cours, parce qu'il se trouve que un des spécialistes mondiaux de cette maladie, professeur Jacquemin, qui est au CHU Kremlin-Bicêtre, donc je lui ai proposé en fait de venir faire un séminaire sur cette maladie, donc après la représentation. Donc voilà, je crois que... Oui ? Est-ce que c'est le mercredi 23 ? Non, c'est le mardi 22. Sur votre plaquette ? Non, alors ça a été corrigé. Non, mais sur la plaquette suivante, c'est mercredi. Ah bon ? Ah bah oui, décidément. Et pourtant, on m'a envoyé pour que je corrige, et évidemment, je n'ai pas vu ça. On avait eu le mercredi 22 mars, le mercredi, enfin bref, donc c'est mardi 22 mars. Ici, il faudra que j'indique. Oui, mardi 22 mars. Hein. Les films, c'est le mercredi, mais la représentation, l'Amphi, c'est mardi 22 mars. Merci d'avoir eu le regard attentif, parce qu'effectivement, j'avais loupé ceci. Donc voilà, le film est un petit peu long, mais je me suis dit que je n'allais pas essayer de couper. Je pense qu'il faut respecter aussi, je dirais, les œuvres artistiques. Et donc, il fait à peu près 2 heures. Donc, je n'interviendrai pas, je vais le regarder, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai plus vu. Et puis, après, il y aura le cours lui-même sur, effectivement, à la fois les aspects liés à ce qui est présenté dans le film sur cette thérapeutique, et puis où est-ce qu'on en est maintenant, avec des choses prometteuses, mais aussi encore beaucoup de points d'interrogation. Voilà. Simplement, donc, rappeler tout d'abord quelques notions. Donc, comme on le disait dans le film, c'est une maladie liée au chromosome X. Et donc, en principe, donc, c'est transmis par des femmes vectrices.
Et dans ce qu'on appelle en général les maladies récessives liées au chromosome X, les femmes vectrices ne sont pas atteintes. En fait, la mère de Lorenzo a probablement, quand elle a eu 40-50 ans, souffert d'une forme neurologique de la maladie qu'on appelle l'adrénomyéloneuropathie, qui est une forme qui n'atteint pas le cerveau, mais qui atteint la moelle épinière. Et, attendez, on va... Les mystères de l'adrénoleucodystrophie, parce qu'effectivement, donc, maladie démyélinisante, comme c'est dit dans le film, mais démyélisante qui commence dans cette forme cérébrale qu'on a vue chez des enfants qui étaient avant tout à fait normaux, et elle commence entre 5 et 12 ans. Elle progresse en général assez rapidement, et elle commence souvent, d'ailleurs comme dans le film, par des troubles de comportement, etc. Et qu'on peut effectivement attribuer à, tiens, il y a des problèmes à la maison, etc. Et ce n'est que quand il commence à y avoir aussi des problèmes, par exemple, de vision ou d'audition, ou des problèmes à la marche, qu'on commence à se dire qu'effectivement, il y a un problème neurologique sous-jacent. Et effectivement, le diagnostic est basé sur la détermination de cet excès dans le plasma d'acides gras à très longue chaîne, 24 ou 26 carbone, qui sont les marqueurs diagnostiques de la maladie. Alors, ceci dit, l'adrénoleucodystrophie est une maladie qui a beaucoup de facettes différentes, et ceci même dans une même famille avec la même mutation, puisque cette forme cérébrale, donc adrénoleucodystrophie, elle probablement atteint environ 40% des garçons qui ont la mutation. Souvent d'ailleurs, il y a aussi une autre type de présentation qui peut être une insuffisance de la corticosurrénale. C'est pour ça qu'on dit adrénoleucodystrophie, hein, c'est la partie adréno pour la surrénale, donc ce qu'on appelle une maladie d'Addison. Et cette insuffisance, elle peut se soigner en administrant les hormones surrénaliennes des glucocorticoïdes. Mais vous pouvez avoir, dans la même famille, des enfants qui vont avoir des niveaux plasmatiques aussi élevés d'acides gras à très longue chaîne et qui ne vont pas développer, qui vont rester normaux jusqu'à l'âge de 20 ou 30 ans. Et quasiment dans tous les cas, ceux qui ont évité cette forme cérébrale vont développer une forme de démyélinisation périphérique qui va toucher donc les neurones de la moelle épinière et qui va entraîner ce qu'on appelle une paraplégie spastique. Donc il y aura des problèmes de la marche, il y aura aussi des problèmes d'incontinence, donc c'est une forme neurologique grave qui probablement va atteindre quasiment tous les mâles porteurs de mutations qui avaient échappé à la forme cérébrale. Mais des gens qui ont cette forme donc dite AMN, myélo parce que ça touche la moelle épinière, et neuropathie, peuvent, dans probablement 20-25% des cas, développer secondairement une atteinte cérébrale. Ce qui fait que, à l'heure actuelle, on estime qu'à environ 60% des mâles 60-65% des mâles qui ont une mutation vont finir par avoir une forme cérébrale. Les premiers 40% dans l'enfance. Ensuite, il ne se passe rien, et puis ça recommence vers 20-30 ans. Et ceux qui ont échappé
à l'âge de 45 ans, à la forme cérébrale, il semble qu'à ce moment-là, il y a peu de risques que de passage à la forme cérébrale. Alors, ce qu'on s'est aussi aperçu, c'est qu'en fait, ce n'est pas une maladie complètement récessive, que les femmes qui sont donc vectrices, à partir de 40-45 ans, peuvent commencer à développer également une forme d'adrénomyéloneuropathie qui souvent d'ailleurs était diagnostiquée comme sclérose en plaques. Les gens ne pensaient pas du tout devant une femme qui avait ce genre de présentation, ne pensaient pas du tout à l'adrénoleukodystrophie. Il y avait des diagnostics de sclérose en plaques, sauf s'il y avait un garçon dans la famille qui indiquait qu'il y avait un problème d'ALD dans la famille. Et en fait, à l'heure actuelle, on pense que vers l'âge de 60-70 ans, presque toutes les femmes vectrices vont avoir des problèmes neurologiques de type adrénomyéloneuropathie. Donc, quelque chose d'un peu plus compliqué. La fréquence de la maladie, c'est une maladie très rare, mais pas rarissime. Donc, on estime qu'il y a à peu près une incidence de 1 sur 20 000 à 1 sur 30 000 garçons porteurs de la mutation. Et cela, quelles que soient les populations. Il n'y a pas, comme pour certaines maladies, de biais de population, comme pour des maladies récessives autosomiques. Là, c'est la même chose dans toutes les populations, parce que il y a quand même de temps en temps des mutations de novo. On estime qu'il y a environ 5% des cas qui sont dus à des mutations de novo. Et ça veut dire que, contrairement à ce qui est dit dans le film, on dit bah oui, la mère devait avoir, et la grand-mère, etc., ainsi de suite, il est fort possible qu'il n'y avait pas de cas dans cette famille, parce que la mutation est survenue 2 ou 3 générations avant, mais n'était pas transmise pendant des dizaines de générations. Ces mutations, il y en a d'ailleurs, on connaît plus de 700 mutations différentes qui sont responsables d'adrénoleukodystrophie et qui sont des mutations perte de fonction, soit c'est des mutations qui empêchent la protéine d'être présente, ce qu'on appelle des mutations tronquantes, ou ça peut être des mutations où simplement un acide aminé est erroné et qui affecte la stabilité ou la fonction de la protéine. Alors, donc ce que je disais, qui est vraiment une des caractéristiques tout à fait étonnantes de cette maladie, on sait que pour les maladies génétiques, il peut y avoir, dans une même famille, avec la même mutation, une variabilité de sévérité. Mais dans le cas de l'adrénoleukodystrophie, cette variation de sévérité dans la même famille, avec la même mutation, peut prendre des formes vraiment extrêmes. Donc entre ces formes infantiles de CALD, c'est-à-dire d'ALD cérébrale, l'AMN, l'adrénomyéloneuropathie, qui survient vers l'âge de 20 ou 30 ans, des formes adultes qui vont commencer par une AMN et puis avec une forme cérébrale qui va se développer. Et même des jumeaux, il a été décrit, alors c'est évidemment très rare parce que des jumeaux monozygotes, c'est déjà pas très fréquent, et des jumeaux monozygotes qui ont une adrénoleukodystrophie, c'est évidemment rarissime, mais il a été décrit, je crois, 1 ou 2 cas de jumeaux monozygotes discordants pour la sévérité de l'AMN. Alors, des explications de cette extrême variabilité phénotypique. Alors, il y a des variations, ce que dans le film, on dirait qui sont presque anecdotal, mais quand même qui ont été répétées, qu'un traumatisme crânien ou une infection virale peut précéder, dans certains cas, le développement de cette atteinte cérébrale. J'avais oublié de dire que cette atteinte cérébrale, en fait, c'est une atteinte de type inflammatoire. On va trouver dans les lésions démyélinisantes des infiltrations de lymphocytes T, des infiltrations de macrophages. Donc, c'est un processus inflammatoire.
C'est pour ça qu'à un moment donné, quand on parle dans le film de faire une thérapie immunosuppressive, c'était un peu dans cette idée que peut-être on peut arrêter ce processus inflammatoire par une immunosuppression. En fait, ça n'a pas marché. L'autre aspect, c'est souvent en génétique ce qu'on dit quand on a des variations d'expression phénotypique, donc de sévérité, pour une même mutation. On dit qu'il doit y avoir des gènes modificateurs, c'est-à-dire le reste de la variabilité du génome peut moduler l'expression. Alors on peut se dire que l'histoire des jumeaux monozygotes indique qu'en tout cas, toute la variabilité n'est pas dans la génétique, mais elle ne dit pas qu'il n'y a pas de part de la variabilité. Ceci dit, toutes les études qui ont essayé de démontrer ou d'identifier des gènes modificateurs, pour le moment, n'ont pas abouti à grand-chose. C'est-à-dire que même certains papiers suggérant qu'une variation à tel ou tel gène, qu'on dit candidat, pourrait peut-être influencer, n'ont pas été répliqués. Et un des problèmes, les gènes modificateurs, c'est quelque chose c'est très facile à supposer, mais pour des maladies rares, vous avez déjà un nombre restreint de patients que vous pouvez analyser. Deuxièmement, quand vous avez, par exemple, un enfant de 10 ans qui a une forme cérébrale et que vous avez son frère de 12 ans qui a l'air bien, est-ce que dans un an, il ne va pas développer la forme cérébrale? Vous n'en savez rien. Ou en tout cas avoir une AMN qui va peut-être retentir sur la forme cérébrale. Donc en fait, c'est des études qui sont très difficiles à faire, parce qu'en général, quand on veut faire des études génétiques, il faut des cohortes assez grandes. Et dans des maladies rares, la seule chance qu'on a de pouvoir détecter de tels gènes modificateurs, c'est s'il y en a un qui a un effet particulièrement important, qui est à lui seul, si vous voulez, une variation qui, à elle seule, est capable de faire la différence entre une forme et une autre. Donc tout ce qu'on peut dire de ces études, c'est que cette variation ayant un effet très important, si elle existait, on l'aurait trouvée. Et donc c'est qu'elle n'existe pas, c'est qu'il y a peut-être des gènes modificateurs, mais qui ont des effets probablement additifs, mais relativement faibles individuellement, et donc qu'on ne peut pas les trouver de cette manière. Alors juste, on avait dit que c'est une maladie peroxysomale. Alors le peroxysome, c'est un organite cellulaire qui est présent quasiment chez tous les eucaryotes. Les eucaryotes, vous savez, c'est des organismes qui ont l'ADN dans un noyau, puisqu'ils sont présents dans les deux types de levures, type Saccharomyces cerevisiae et Schizosaccharomyces bombay, levures qui ont divergé du point de vue évolutif il y a 1 milliard d'années. Donc le peroxysome, ça existe depuis 1 milliard d'années, quasiment dans tous les eucaryotes, sauf quelques parasites, par exemple le Plasmodium falciparum, le parasite qui est responsable de la malaria, est dépourvu de peroxysome. Mais voilà, donc, et on pense qu'à un moment, il y avait des hypothèses que peut-être le peroxysome aurait pu avoir, comme les mitochondries, une origine bactérienne, et que c'était, si vous voulez, ce qu'on appelle une fusion d'un organite d'origine bactérienne avec l'organite avec la cellule eucaryote, ce qui est le cas de la mitochondrie, mais récemment, les études de bioinformatique
dont un papier auquel mon équipe a beaucoup contribué, a montré en fait qu'il n'y avait pas cette origine donc endosymbiotique, mais que c'est probablement une origine commune avec le réticulum endoplasmique qui est impliqué dans la synthèse des protéines membranaires. Alors, le peroxysome, ça sert à quoi, en fait? Eh bien, le peroxysome a deux types d'activités principales. D'une part, le métabolisme de certains lipides, et notamment le catabolisme des acides gras à très longue chaîne, mais aussi la biosynthèse d'autres lipides tels que les plasmalogènes, mais aussi il a un rôle important, le peroxysome, dans la détoxification des radicaux libres, et notamment il y a une enzyme bien connue, la catalase, qui est présente dans les peroxysomes. Donc un rôle biochimique relativement diversifié. D'autre part, les peroxysomes ont une membrane, et il y a donc pour construire un peroxysome, il faut toute une série de protéines qu'on appelle les protéines PEX, qui sont impliquées dans la biogénèse du peroxysome. Et il y a en fait des maladies peroxysomales qui sont liées à un déficit d'une de ces protéines PEX. Et ceci, si effectivement il y a un déficit dans une protéine PEX, et si ce déficit est complet, vous pourrez avoir des maladies néonatales extrêmement sévères parce que ça va affecter l'ensemble des fonctions qui sont assurées par le peroxysome. Et donc, notamment, c'est un syndrome qu'on appelle le syndrome de Zellweger, ou syndrome cérébro-hépato-rénal, qui indique bien que dans ce syndrome, et je dirais dès la naissance, vous avez à la fois atteinte hépatique, à la fois atteinte des fonctions du cerveau et atteinte rénale, donc c'est quelque chose d'extrêmement sévère. Mais si le déficit est partiel, le phénotype peut être atténué. Et il y a par exemple, très récemment, on a trouvé que des formes de surdité sont liées à des déficiences très partielles d'une protéine de biogénèse. Alors, des protéines impliquées dans la biogénèse du peroxysome, il y en a beaucoup. Donc il y a différentes formes, probablement, je ne me rappelle plus, une quinzaine de formes différentes liées à des gènes différents de syndrome de Zellweger. Donc ça, c'est les maladies de la biogénèse du peroxysome. Et puis, vous pouvez avoir des maladies qui sont liées au déficit d'une enzyme spécifique, ou dans le cas de l'ALD, en fait, finalement, contrairement à ce que dit le film, ce n'est pas une enzyme, mais c'est un transporteur, j'y reviendrai. Et à ce moment-là, on a un déficit métabolique spécifique. Il y a juste une fonction spécifique du peroxysome qui est manquante. Alors, il se trouve que mon labo qui s'intéressait dès les années 83-84 au chromosome X, et grâce à une collaboration avec Patrick Aubourg, qui est un neuropédiatre qui s'est, je dirais, dès le début intéressé à l'adrénoleukodystrophie, eh bien, nous avions commencé à travailler pour essayer d'identifier ce gène de l'adrénoleukodystrophie. Vous vous rappelez, dans le film, à un moment, ils disent, je crois qu'il y a cette réunion en 1984-85, il faudrait identifier le gène, cloner le gène, et puis quand on identifiera le gène, on pourra faire de la thérapie génique. On pourra mettre ce gène dans un vecteur pour apporter ce gène aux cellules. Et la question est posée, combien de temps ça prendra? Il dit, ça prendra 10 ans. Alors en fait, l'identification du gène, effectivement, a pris près de 10 ans, puisqu'il a été identifié en 1993. Par contre, la thérapie génique, ça a été encore plus long. Alors, de façon assez curieuse, à l'époque, on n'avait pas le séquençage à haut débit, donc l'identification d'un gène de maladie génétique était quelque chose qui prenait souvent plusieurs années, même quelquefois 10 ans ou 12 ans.
Et dans le cas de l'adrénoleucodystrophie, il y avait un collaborateur de Hugo Moser. Alors d'abord, qui est Hugo Moser? Hugo Moser, c'est le monsieur à droite. En fait, c'est le professeur Nicolaïs du film. Il est mort en 2007. C'était le grand spécialiste. Il était à Johns Hopkins à Baltimore. C'était le grand spécialiste de l'adrénoleucodystrophie. Et jusqu'à sa mort, il a travaillé en 2007. Il a travaillé sur l'adrénoleucodystrophie. Et vous voyez qu'en fait, il avait à peu près le même âge que Sir Peter Ustinov, qui joue le rôle de Nicolaïs. Et ils sont morts exactement au même âge, à 83 ans tous les deux. Hugo Moser en 2007 et Peter Ustinov en 2004. Et ils avaient la même carrure, le même accent Mitteleuropa. Donc c'était vraiment tout à fait, pour les gens qui connaissaient Hugo Moser, c'est tout à fait marrant de voir cette ressemblance. Alors, Hugo Moser a un peu souffert du film. D'ailleurs, comme il disait, dans le film, les good guys, on leur donne leur vrai nom, parce que le docteur Rizzo, c'est vraiment le docteur Rizzo, le type qui a fait les études sur les fibroblastes. Monsieur O'Donnell, c'est Monsieur O'Donnell. Le seul à qui on ne donne pas son vrai nom, c'est Hugo Moser, Nicolaïs. Et effectivement, il y a tout cet aspect du médecin-chercheur qui veut faire des essais cliniques rigoureux, et donc avec des contrôles, avec des permissions, avec un protocole. Et si le protocole doit durer 6 mois, eh bien, en principe, sauf s'il y a vraiment quelque chose de très catastrophique, si on s'aperçoit qu'un protocole d'essai clinique, si on s'aperçoit qu'il y a des effets adverses, on va l'arrêter. Mais autrement, si c'est pour voir est-ce qu'il y a un effet ou pas, on est censé aller jusqu'au bout pour être sûr, après, pour pouvoir dire vraiment est-ce qu'il n'y a vraiment pas d'effet ou pas. Donc, alors, il se trouve que dans le labo de... Je vais raconter cette petite histoire parce qu'elle montre aussi comment, de temps en temps, la science avance par la chance, même en partant d'une hypothèse qui est fausse. Alors, chez Hugo Moser, il y a un de ses collaborateurs qui se disait que voilà, le gène de l'adrénoleucodystrophie avait été localisé en XQ28, dans une région du chromosome X, région où il y avait aussi les gènes qui sont responsables de la vision des couleurs, les gènes qui codent pour les pigments rouges et verts. Le daltonisme, hein, les gens qui sont incapables de reconnaître correctement le rouge du vert, ont en fait des mutations qui affectent ces gènes. Et donc il y avait cette hypothèse que peut-être le gène de l'ALD pourrait être près des gènes de vision des couleurs, et ce collaborateur chez Hugo Moser avait fait des tests de vision des couleurs chez des patients atteints d'AMN, et il avait trouvé qu'il y avait pas mal de ces patients qui avaient des anomalies de vision des couleurs. Ce n'était pas aussi franc que des daltoniens, mais ça suggérait que peut-être il y avait quelque chose qui se passait et que peut-être le gène de l'ALD était juste à côté du gène de vision des couleurs. Et sur ce, nous avions commencé notre collaboration avec Patrick Aubourg, qui avait fait un stage postdoctoral chez Hugo Moser et qui avait ramené de l'ADN de ces divers patients. Et on a commencé, on va dire, on va essayer, on va partir des gènes de vision des couleurs, on va explorer la région autour des gènes de vision des couleurs pour essayer de voir si par hasard on trouve des anomalies chez les patients qui ont à la fois une anomalie, soi-disant de la vision des couleurs, et les patients et adrénoleucodystrophie. Donc on a commencé, on avait je crois une quinzaine de patients dont on avait l'ADN venant donc des États-Unis et qui avaient donc cette anomalie de vision des couleurs
et une AMN, une adrénomyéloneuropathie. Donc, on faisait ce qu'on appelle de la cartographie de cette région. Et en fait, on a trouvé un de cette quinzaine de patients qui avait effectivement une anomalie qu'on n'avait vue nulle part ailleurs. Donc, on s'est dit, ça y est, on doit y être. Donc, on a étudié plus avant ce patient. Et en fait, on a eu beaucoup de chance. Parce qu'il se trouve que ce patient avait un réarrangement complexe dans son chromosome X qui faisait que, alors qu'en principe, le gène de l'ALD qu'on a trouvé, grâce à ce patient par la suite, était en fait assez loin des gènes de vision des couleurs, mais qui avait eu une inversion chromosomique avec des délétions, ce qui fait que grâce à ce patient, en fait, et tout à fait par chance, parce qu'en fait, finalement, cette relation avec les anomalies des couleurs, elle n'existait pas vraiment, c'était probablement un problème, disons, neurologique des patients avec AMN qui touchait de manière subtile la vision, mais ce n'était pas une anomalie de vision des couleurs franche. Mais ce patient, à lui tout seul, nous a pointé sur la région du gène adrénoleucodystrophie, qui était en fait à ce qu'on appelle 600 kilobases, c'est-à-dire vraiment assez loin. Il y a probablement une trentaine ou quarantaine de gènes entre les gènes de vision des couleurs et le gène de l'adrénoleucodystrophie. Alors, pour juste raconter une petite histoire encore en plus, donc, on trouve finalement, grâce à ce patient, et évidemment au travail d'étudiants et à la collaboration avec Patrick Aubourg, on trouve ce gène. Et dans le film, il disait l'adrénoleucodystrophie, c'est une anomalie du catabolisme, donc de la destruction des acides gras à très longue chaîne. Et donc, ça doit être l'enzyme qui est déficient, c'est l'enzyme qui effectue ce catabolisme, qui dégrade, si vous voulez, les acides gras à très longue chaîne. Or, nous, le gène qu'on trouve ne ressemble pas du tout à une enzyme, et en fait, il appartient à une famille de gènes qu'on appelle les transporteurs ATP dépendants. Mais voilà, c'était sûr, on avait trouvé des mutations dans d'autres patients, que ce n'était pas une anomalie de l'enzyme qui dégrade les acides gras à très longue chaîne, mais une anomalie d'une protéine qui est à la membrane du peroxysome, on a pu le montrer par la suite, et qui a un rôle de transporteur. Vous ne savez pas de transporteur de quoi, etc. Donc on soumet notre papier, d'abord à une revue prestigieuse qui s'appelle Cell. Cell nous le renvoie tout de suite sans le regarder en disant « on ne trouve pas que l'adrénoleucodystrophie est une maladie très intéressante ». Il le refuse, tout de suite. On l'envoie à une autre revue prestigieuse qui s'appelle Nature. Et Nature, après plusieurs semaines d'attente, nous dit il y a un des reviewers qui n'est pas convaincu que c'est le bon gène parce que ce n'est pas ce à quoi on s'attend. Et en plus, il n'était pas exprimé suffisamment dans le foie, etc. Un gène codant pour une protéine peroxysomale, ça peut pas être, il ne peut pas avoir les propriétés qu'on monte. Et donc Nature refuse le papier. Alors on n'était pas content parce que nous, on était sûr que c'était le bon gène parce qu'on avait les preuves génétiques. Et alors la petite histoire qui est ici, enfin c'est la petite histoire. Il y avait une revue sœur de Nature qui s'appelait Nature Genetics qui venait d'être créée. On envoie donc notre papier à Nature Genetics, à défaut de Nature, et je crois 3 ou 4 jours après, coup de téléphone, il n'y avait pas encore de mail à l'époque, hein, nous sommes en 93, ou 92, c'était 92, coup de téléphone de l'éditeur de Nature Genetics, formidable, on prend votre papier, en plus le timing est parfait parce qu'il y a un film de Hollywood qui sort sur la maladie, Lorenzo, je n'avais pas entendu parler, il n'était pas encore sorti, donc c'est perfect timing, il y a le film qui sort et puis nous, on publie le gène. 2 jours après,
il y a l'éditeur de Nature qui dit à l'éditeur de Nature Genetics, qui était du même groupe, etc., non, non, finalement, on a changé d'avis, on reprend le papier sur le gène, et donc le papier est paru dans Nature, mais l'éditeur de Nature, quand même, nous disait, oui, mais comme il y avait un référé qui n'était quand même pas tout à fait sûr, qui trouvait, vous devriez mettre dans votre titre putative, que c'est un gène possible. Et moi, j'ai dit, écoutez, c'est le gène, etc. Mais enfin, il insistait quand même. Alors, vous savez, quand vous avez un éditeur d'une revue prestigieuse qui dit, vous devriez mettre putative, à la fin, on a mis putative X-linked adrenoleukodystrophy gene. Et alors, en fait, Nature a sorti le papier. Nature, c'est une revue londonienne, enfin anglaise. Le jour de la sortie à Londres du film Lorenzo, et bien que notre papier avait, donc avec Patrick Aubourg, avait le titre Putative Gene for Adrenoleukodystrophy, sur la couverture du Nature, il y avait marqué Lorenzo Gene Cloned. C'était devenu non plus le gène de l'ALD, mais le gène Lorenzo Gene Cloned. Alors, bon, ça c'est juste la petite histoire. Et comme vous voyez ici, Patrick Aubourg a continué et continue encore à développer les thérapeutiques pour l'adrénoleukodystrophie. C'est lui qui avait le premier, j'en reparlerai, fait la thérapie par transplantation de moelle hématopoïétique. Et puis, ça a été aussi le premier à avoir, publié dans Science en 2009, un essai de thérapie génique tout à fait plus qu'encourageant, je dirais. Mais on en reviendra. Alors, Lorenzo. Alors, comme vous avez dans le film, à un moment, vous avez ce biochimiste qui travaille sur des fibroblastes, etc., qui est M. Rizzo, et qui avait des fibroblastes de patients. C'était lui qui avait fait les études qui montraient qu'en traitant les fibroblastes avec de l'acide oléique et ensuite avec les russiques, on pouvait avoir des effets intéressants. Et donc là, vous avez un papier donc, de 89 dans le film. Hein, vous vous rappelez, c'est en 87 qu'il commence à avoir les résultats. En 89, un article dans Neurology, dont parmi les auteurs, donc ce M. Rizzo, Moser n'est pas dans les auteurs, mais troisième auteur, j'ai mis la flèche, Augusto Odone. Donc vous voyez, c'est pas le film quand même raconte une histoire. Alors la fin est un peu embellie, mais donc c'est Dietary Erucic Acid Therapy for X-linked ALD. Et donc dans ce papier, c'est quand même un papier avec un essai clinique double blind, mais crossover. Alors qu'est-ce que c'est crossover ? C'est un papier, c'est un essai clinique où vous donnez soit le médicament, soit le placebo au départ à vos patients. Là, il y en avait 12, donc vous allez donner à 6, sans le savoir évidemment, le placebo et à 6 le médicament. Dans ce cas, l'huile, en fait, le mélange d'acide oléique et d'acide russique. Mais vous allez suivre ça pendant quelques semaines. Alors, là, c'est 2 to 19 months. Mais ensuite, vous échangez. Ceux qui prenaient le placebo vont prendre la molécule en principe active et vice-versa. Et en fait, comme dans le film, qu'est-ce qu'il mesure au départ ? Les acides gras à très longue chaîne. Et qu'est-ce qu'il trouve exactement comme dans le film ? C'est que les acides gras à très longue chaîne, en 4 semaines, reviennent à la normale. Alors imaginez, ces acides gras à très longue chaîne dans le plasma, c'est ce qui fait le diagnostic de la maladie. D'autre part, on sait que c'est d'ailleurs comme ça qu'on les avait trouvés, parce que au départ, leur implication, c'était que
dans le cerveau de patients décédés ou dans la surrénale de patients décédés, il y avait des accumulations de produits qu'on a identifiés comme étant en fait des acides gras à très longue chaîne. Donc visiblement, si vous voulez, voilà, les acides gras à très longue chaîne, il y en a trop dans le plasma. Ils s'accumulent dans les organes, la surrénale ou le cerveau, qui sont ceux qui sont atteints. Donc c'est vraiment, la relation est évidente. Alors, ce qui disait quand même, c'est que sur il y a 8 des 12 patients, donc oui, alors effectivement, une fois qu'on voit qu'il y a une normalisation des acides gras à très longue chaîne, c'est évident qu'on va donner l'huile qui s'est appelée Lorenzo Oil à tous les patients. Hein, parce que ce n'est pas éthique de dire, mais ça normalise. Et donc, ils disent ici, sur 8 patients qui sont restés dans le traitement suffisamment longtemps, c'est-à-dire environ 12 mois, 12 plus ou moins 3, pour voir la réponse clinique, 6 des patients qui avaient déjà une forme clinique avec des troubles neurologiques modérés ou avancés ont continué à se détériorer. Donc l'histoire du Lorenzo qui recommence à parler et qui va mieux. Alors, est-ce qu'à un moment, vous savez, quelquefois, vous pouvez avoir des variabilités, est-ce que c'est arrivé dans la réalité qu'à un moment, il a eu l'air d'aller mieux? J'en sais rien. Alors, mais, en tout cas, dans ce papier, ils disent que si les patients ont continué à se détériorer, par contre, 2 patients qui étaient peu atteints, donc qui étaient au début de la maladie, sont restés stables de 10 à 19 mois après le début du traitement. Donc, la conclusion du papier, 1989, c'est que c'est efficace pour normaliser les taux d'acide gras C26 chez les patients, et peut-être, ce n'était que sur 2 patients, pourrait ralentir la démyélinisation chez des patients qui ne sont pas trop atteints. Donc, un papier en 1989 et qui génère, ce graphe, c'est le nombre de papiers qui ont été publiés sur érucic acide ou Lorenzo Oil et ALD, adrénoleucodystrophie. Et vous voyez notamment vers les années 93-94, plein de papiers. Hein, il y a une vingtaine de papiers publiés en 94, juste après la sortie du film. Et puis, ça se ralentit un peu. Et alors, qu'est-ce que finalement les études ultérieures, tous ces papiers? Tous ces papiers, ça va être des études cliniques, mais il n'y aura pas d'études en double aveugle. Et ça, c'est le problème. Que comme il y avait un effet biochimique sur ce qu'on appelle un biomarqueur, et qui est un biomarqueur intimement lié à la maladie, ça ne devenait plus possible de dire on ne sait pas si vous aurez le placebo ou vous aurez l'huile de Lorenzo. Cela veut dire que, pour comparer, parce que dans un essai clinique, si vous voulez savoir s'il y a une efficacité, vous devez comparer à ce moment-là à ce qu'on appelle des contrôles historiques, c'est-à-dire ce que vous pensez, quelle est la probabilité que quelqu'un qui est malade qui est faiblement malade va évoluer vers une maladie plus grave, quelle est la probabilité qu'un enfant qui a la mutation, on le sait qu'il a la mutation parce qu'il a un frère atteint, par exemple, et que lui, il a des acides gras élevés, quelle est la probabilité qu'un tel enfant, à l'âge de 4 ans, ou de 5 ans, ou de 8 ans, ou de 10 ans, va développer une forme cérébrale. Et le problème, c'est que les données historiques, elles sont souvent biaisées. Pourquoi ?
Parce que les gens qui vont bien, ou les gens qui n'ont pas un phénotype très sévère, vous ne leur faites pas un diagnostic d'adrénoleukodystrophie, sauf s'ils sont déjà dans une famille où il y a quelqu'un d'atteint sévèrement. Mais autrement, je vous avais dit, chez les femmes avec adrénomyéloneuropathie, souvent c'était un diagnostic de sclérose en plaques qu'on leur donnait. Donc c'est difficile. Alors, quand même, premier papier de Hugo Moser, maintenant 92. Hugo Moser fait une étude sur 204 patients. C'est énorme pour une maladie rare comme ça, 204 patients. Et il confirme la normalisation des acides gras à très longue chaîne. Il suggère que peut-être ça pourrait améliorer la fonction des nerfs périphériques chez les patients avec AMN. Et il dit qu'il y a une étude pour voir est-ce que ça peut prévenir le début des problèmes neurologiques chez des patients qui ont l'anomalie biochimique, mais qui n'ont pas encore de troubles neurologiques. Donc, si vous voulez, confirmation biochimique, pas de problème. Peut-être un effet sur l'AMN, et on ne sait toujours pas sur est-ce que ça permet vraiment de prévenir le passage à la forme cérébrale chez des enfants qui ne sont pas encore, qui n'ont pas ces manifestations dramatiques. L'année d'après, Patrick Aubourg publie sur l'AMN un papier. Alors de nouveau, ça n'est pas un double blind parce qu'on ne peut plus le faire. C'est ce qu'on appelle un essai ouvert sur 14 hommes avec adrénomyéloneuropathie. La conclusion de Patrick Aubourg, effectivement, de nouveau, les VLCFA, les acides à très longue chaîne, sont corrigés, mais lui conclut, nous n'avons pas trouvé d'évidence qu'il y a un bénéfice clinique avec ce traitement avec l'huile de Lorenzo dans des patients avec adrénomyéloneuropathie. Ça, c'était 14 patients avec AMN. En 2005, une étude sur 45 hommes avec AMN suggère que peut-être quand même la progression est plus lente que ce qu'on pourrait s'attendre, mais de nouveau, c'est des comparaisons avec des témoins historiques, puisqu'il n'y a pas eu comparaison avec un groupe de malades qui ont pris Lorenzo Oil et d'autres qui ne l'ont pas pris. Donc ça, c'est pardon. Alors, sur l'effet préventif sur la forme cérébrale, en 2005, Hugo Moser publie en premier auteur et avec Augusto Odone en dernier auteur, donc ils se sont quand même, j'allais dire d'une certaine manière, réconciliés. Apparemment, le film a exagéré parce que ça, c'était pour Hollywood. Il fallait qu'il y ait plus d'opposition entre les parents qui sont pour que ça bouge et puis le médecin qui pense à sa carrière, qui a peur de s'avancer, etc. Donc, ils ont un peu exagéré l'antinomie entre les deux. En tout cas, Augusto Odone s'est évidemment rendu compte qu'il était bien obligé de travailler avec le grand spécialiste. Et là, de nouveau, alors c'est une étude sur 89 enfants. Au début, c'était des enfants qui avaient en moyenne 5 ans, 5 plus ou moins 4, donc entre 1 et 9 ans, qui étaient des frères ou des neveux, disons, de personnes atteintes, et dont on avait donc pu savoir, soit par les acides gras très longue chaîne, soit par l'étude des mutations, qu'ils étaient porteurs de la même mutation, mais qui n'avaient pas encore
de troubles neurologiques. Et donc, ces 89 enfants, de nouveau, il n'y a pas de groupe placebo, sont traités avec l'huile de Lorenzo. Il y en a 24% qui vont développer des anomalies en imagerie par résonance magnétique. 11% durant l'étude qui développent les troubles neurologiques et les anomalies MRI. Et la conclusion du papier, c'est qu'ils pensent que par rapport à ce qu'on s'attendrait de passage aux troubles neurologiques de la forme cérébrale, que ça a peut-être permis de réduire le risque de 50%. Il y a des patients qui sont passés à la forme cérébrale, mais ça pourrait réduire le risque de 50% de développer les anomalies visibles en radiologie et qui signent la démyélation. Donc, en 2005, il conclut qu'il continue à recommander l'huile de Lorenzo pour tous les enfants, pour les garçons asymptomatiques qui ont donc une mutation ALD et qui ont aucune anomalie en résonance magnétique. Ceci dit, comme je dis, ce n'était pas un papier qui était absolument... parce qu'il posait sur ses contrôles historiques, et d'une revue faite par spécialistes autrichiens et par Patrick Aubourg et Aurora Pujol, qui est une Espagnole, donc des grands spécialistes de la maladie. La conclusion dans ce article de 2010, hein, le film qu'on a vu, c'était 86-87, hein, où il trouve le traitement. 2010, l'huile de Lorenzo nous apprend une leçon comme quoi avoir des espoirs précoces chez les patients crée des problèmes éthiques qui font que les études en double aveugle deviennent impossibles. Et ce qui fait que, combiné avec les manques de connaissances sur les mécanismes physiopathologiques de la maladie, ce qui est le cas puisque, à l'heure actuelle, on ne sait toujours pas pourquoi il y a certains qui vont développer la forme cérébrale et pourquoi certains ne le développent pas. On ne le sait toujours pas. Il y a des hypothèses, etc. On constate des choses, mais on ne sait pas pourquoi certains vont développer et d'autres pas. Combiné au relativement petit nombre de patients qui fait que les statistiques sont difficiles, les études de cohorte sont difficiles, on conduit à cette situation où 20 ans après le début de l'utilisation de l'huile de Lorenzo, et alors qu'elle a été utilisée par plus de 500 patients, on ne sait toujours pas si elle est efficace. Vous voyez, c'est vraiment, ça montre ce problème et cette bagarre entre les parents qui disent mais puisque c'est efficace, il faut le donner à tout le monde, et l'autre qui dit mais il faut en faire un essai clinique, etc. Le résultat des courses, c'est que parce que ça avait l'air, l'efficacité biochimique était extraordinaire. Alors maintenant, pourquoi est-ce que cette efficacité biochimique, c'est pas évident qu'elle ait une efficacité même sur la prévention? C'est la question, c'est en fait, est-ce que cette huile a le même effet sur les acides gras qui sont dans le cerveau, parce que vous savez qu'il y a la barrière hématoméningée qui fait que le cerveau est quand même isolé par rapport au reste de l'organisme. Et bien qu'il y ait des résultats un peu contradictoires, il semble qu'en tout cas, l'effet sur les acides gras à très longue chaîne dans le cerveau, n'est peut-être de l'acide érucique, etc., n'est pas aussi évident que celui dans le plasma. Et ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que peut-être les acides gras à très longue chaîne sont un signe
un signe très proche de ce qui est la pathogénicité, mais que ce n'est pas vraiment le coupable, ce n'est pas le criminel. Donc, Lorenzo Hoyle, je vous dis, en 2010, je sais que Patrick Aubour, lui, il pense que ça n'a pas d'effet, en fait. Je pense qu'il ne le conseille plus à ses patients, mais ça a été très difficile à savoir si finalement, il y a le papier en 2005 qui disait quand même, peut-être que ça permet à 50%, ça réduit de 50%. Et je vous avais dit, le problème c'est qu'il y a 40% des enfants qui ont la mutation, qui vont développer la forme cérébrale. Donc c'est passé peut-être de 40 à 20. Mais pour ça, il faut des statistiques pour être sûr que ça fait quelque chose ou pas. Il faut avoir des statistiques suffisantes. Alors, ceci dit, un papier de Patrick Aubour, 1990, sur un seul patient. Mais là, avec vraiment un résultat de stabilisation, alors à l'époque c'était pendant 1 an et demi, de stabilisation neurologique chez un enfant qui avait commencé à développer les anomalies neurologiques, et notamment en résonance magnétique nucléaire, un enfant de 8 ans qui était d'une famille, effectivement, où il y avait déjà 2 oncles décédés à l'âge de 5 ou 8 ans, etc. Donc une famille qui était identifiée comme étant une famille avec ALD. Et qu'est-ce qu'il fait Patrick Aubour, avec notamment Alain Fischer de Necker, un grand spécialiste de la transplantation hématopoïétique, c'est de faire une greffe de moelle, ce qu'on appelle une greffe de moelle osseuse, enfin, transplantation de cellules souches, qui avait été essayée sans succès chez des gens avec une forme avancée de la maladie. Et là, ce qu'ils se sont dit, c'est peut-être que si on essaye ça chez un enfant qui a commencé la forme neurologique, mais qui n'est pas encore très sévèrement atteint, ça pourrait marcher. Et donc, il publie dans le New England Journal of Medicine ce premier succès sur un cas, mais en fait, c'est devenu vraiment, je dirais, maintenant, l'approche thérapeutique pour pour empêcher le développement d'une forme cérébrale une fois qu'elle a commencé, et c'est là toute la difficulté de cet exercice, parce que cette thérapie par transplantation de cellules souches, alors d'abord on peut se dire, finalement, quand vous avez une maladie qui est liée à l'absence ou des malfonctions de lymphocytes ou de macrophages, c'est-à-dire de cellules hématopoïétiques, de cellules sanguines, on comprend que la transplantation médulaire peut donner des choses, puisque on transplante des cellules souches hématopoïétiques. Pourquoi ça pourrait marcher dans l'adrénoleucodystrophie ? Eh bien, il faut se dire que dans le cerveau, il y a des cellules qu'on appelle les cellules microgliales, qui sont d'origine hématopoïétique. Et ces cellules microgliales sont impliquées dans les phénomènes d'inflammation. Et donc, l'idée, c'est que si vous corrigez les cellules de la microglie par transplantation médulaire qui vont migrer dans le cerveau, visiblement, ça suffit pour stopper, chez la plupart des patients, la progression de la maladie. Donc, dans ce papier de 2011, il y a un papier américain, avec d'ailleurs Gerald Raymond, qui est le successeur de Hugo Moser. Hugo Moser est mort en 2007. 60 garçons traités, âge moyen 9 ans. La survie à 5 ans, c'est 90% pour ceux qui n'avaient pas de troubles neurologiques au moment de la transplantation, 66% qui avaient déjà des troubles neurologiques. Alors vous me direz, comment est-ce qu'on va choisir les patients qui vont être transplantés ? Il faut voir, c'est vraiment, je dirais, ça doit être assez angoissant pour les familles. Quand vous avez une famille avec adrénoleucodystrophie, qui a été documentée parce qu'il y a un enfant qui a fait une forme très sévère, etc., ou quand on a identifié, à ce moment-là, on va prendre
les personnes à risque d'avoir la maladie, on va tester est-ce qu'ils ont la mutation ou pas, est-ce qu'ils ont des acides gras à très longue chaîne élevés. Et à ceux qui sont encore aux gosses qui sont encore normaux, je crois que c'est tous les ans, ou tous les 6 mois, je ne sais pas, il faudrait que je vérifie, on leur fait une imagerie par résonance magnétique. Probablement, on commence aussi à chercher en fonction de leur groupe HLA, est-ce qu'il y a des donneurs potentiels dans la famille ou dans les... etc. Et donc, on essaye de ne pas attendre le début des troubles neurologiques, mais dès qu'on a une image sur la MRI, sur la résonance magnétique, l'imagerie par résonance magnétique, qui suggère que ça y est, ça commence, là, c'est le moment de faire la transplantation hématopoïétique. Par contre, effectivement, si on est survenu un peu plus tard, ils ont déjà des troubles neurologiques, vous voyez que la survie à 5 ans n'était que de 66%. Alors, il faut voir, c'est 60 garçons, donc ces chiffres sont à prendre avec des pincettes. Alors, on pourrait se dire, mais pourquoi est-ce qu'on attend le MRI? Pourquoi on ne le fait pas tout de suite? Le problème, c'est que pour faire cette transplantation hématopoïétique, il faut faire de la place dans la moelle du receveur pour que les cellules souches du donneur puissent prendre le pas sur les cellules souches hématopoïétiques du receveur. Donc, on fait un traitement myélo-ablatif, qui est un traitement qui consiste en fait à nettoyer plus ou moins la moelle de ces cellules souches. Donc, c'est un traitement extrêmement sévère. Et vous avez entre 10 et 20% des gens qui vont mourir de la transplantation, avec aussi des problèmes de rejet de greffe, etc. Donc, si vous voulez, vous ne le faites, parce que l'adrénoleukodystrophie, je rappelle, il y a 40% des enfants qui vont développer la forme cérébrale, mais 60% qui ne vont pas le développer. Peut-être que certains vont le développer plus tard, mais peut-être encore 20%. Mais ça veut dire que vous ne faites ce traitement qui est quand même à 10 à 20% de mortalité liée au traitement que si vous êtes sûr qu'il a commencé la forme cérébrale. Donc vous voyez un peu la chose. Et puis, il y a un autre problème. Donc, le problème, et c'est ce qui a conduit Patrick Aubour à développer la thérapie génique pour l'adrénoleukodystrophie. Le problème, d'une part, c'est que dans certaines familles, pour certains patients, vous n'allez pas trouver de donneur HLA compatible. Et si vous n'avez pas de donneur HLA compatible, là, la casse liée à la transplantation, au rejet de greffe, elle est encore plus importante. Et puis, comme je dis, même si vous êtes dans les bonnes conditions, il y a quand même les complications de la greffe qui sont 10 à 20%. Et on peut penser que si vous pouviez faire de la thérapie génique en prenant les cellules souches hématopoïétiques du patient et en leur introduisant le gène correct, au moins vous n'auriez pas ce problème de compatibilité, etc. Donc, c'est effectivement ce que Patrick Aubour, et notamment avec sa collaboratrice principale Nathalie Cartier, avait commencé à développer, d'abord sur la souris, pour voir est-ce que... Alors, pas sur un modèle d'adrénoleukodystrophie chez la souris, j'y reviendrai, mais simplement de voir est-ce que chez des souris qui sont déficientes en système immunitaire, est-ce qu'on peut leur greffer une moelle qui est corrigée par un virus apportant le gène déficient qui s'appelle le gène ABCD1. Alors au début, ils avaient essayé des rétrovirus parce que c'était le vecteur pour introduire le gène ABCD1 dans les cellules, un rétrovirus, et puis ils avaient trouvé les résultats sur
la souris montrait que c'était très peu efficace, parce que les rétrovirus utilisés à l'époque n'affectent pas très efficacement des cellules souches. Et d'autre part, peu de temps après, Alain Fischer avait montré que même si la thérapie par rétrovirus pour des immunodéficiences pouvait être efficace, il y avait dans 2 patients sur 10 traités ce qu'on appelle des problèmes de mutagénèse insertionnelle, qui fait que 2 sur 10 des patients avaient développé, ou je crois même 3 sur 10, avaient développé des leucémies liées à la thérapie, liées au fait que le rétrovirus s'était inséré à un endroit du génome où il avait entraîné l'expression d'un oncogène. Et donc Nathalie Cartier et Patrick Aubourg ont décidé d'utiliser un vecteur qui, à l'époque, n'avait été utilisé que dans des essais précliniques sur des modèles de souris, etc., qui était un modèle basé sur un lentivirus, c'est-à-dire en fait sur le virus HIV. Alors pourquoi utiliser un virus dérivé de HIV? C'est que le virus HIV a la propriété de pouvoir infecter des cellules qui ne se divisent pas, et les cellules souches se divisent très peu, alors que les rétrovirus, j'allais dire normaux, infectent des cellules qui se divisent activement. Donc l'idée, c'était qu'en utilisant un lentivirus, on augmenterait l'efficacité de la correction des cellules souches hématopoïétiques, et c'était important d'avoir une bonne efficacité. Et puis aussi, il y avait des vecteurs qui avaient été construits qui faisaient que le risque de mutagénèse insertionnelle par un tel vecteur était apparemment extrêmement réduit. En tout cas, ils avaient fait, si vous voulez, un vecteur, c'est ce qu'on appelle les vecteurs qui synactivent, self-inactivating, les SYN-vecteurs adénoviraux, qui ont été construits par des gens comme Luigi Naldini, et qui ont comme propriété, parce qu'on a fait une délétion d'une partie à droite dans le génome du HIV, c'est des vecteurs qui, d'une part, ne peuvent pas générer des nouveaux virus qui pourraient continuer à se répliquer. Évidemment, c'est des vecteurs qui n'ont aucune des protéines dangereuses du HIV, mais aussi ça limite les possibilités qu'il y ait cette activation par insertion dans le génome d'un gène juste à côté et qui pourrait être un oncogène. Donc, si vous voulez, ces vecteurs lentiviraux, par construction, avaient 2 avantages: d'être plus efficaces que les rétrovirus, notamment pour des cellules souches qui se divisent très peu, et d'autre part, de ne pas avoir ces problèmes de mutagénèse insertionnelle et donc d'avoir une sécurité bien meilleure. Visiblement, ils ont quand même eu beaucoup de mal, Patrick Aubourg, à convaincre les agences, parce que utiliser un virus dérivé de HIV pour une thérapie génique, ça faisait peur à ceux qui en regardaient, etc. Mais enfin, ils ont fini par avoir l'autorisation. Une autorisation qui leur permettait, je crois, de traiter 4 patients. Et de toute façon, ils n'avaient pas plus de virus, de stock de virus pour traiter plus de patients. Et finalement, ils ont traité, dans le papier de 2009 qui a été publié, ils rapportent 2 patients traités avec 24 mois de suivi, et ils montrent que chez ces patients, il y a, je ne sais pas si je vois là, non, je ne vois pas là, j'aurais dû avoir un pointeur, mais enfin, si vous voulez, que soit en prenant
soit les lymphocytes, soit diverses populations de globules blancs qui sont déterminés par divers marqueurs, il trouve qu'il y a entre 10 et 20% chez ces patients qui présentent l'insertion du gène donc transduit par le virus et qui expriment la protéine ALDP. Et ça va aussi avec une diminution des acides gras à très longue chaîne, c'est le panneau de droite, où vous voyez une diminution qui n'est peut-être pas aussi spectaculaire que celle de Lawrence Royle, mais en tout cas qui montre que les choses ont quand même fonctionné. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'il y a eu, au bout d'environ 6 mois, une stabilisation neurologique et de ce qu'on peut voir du point de vue résonance magnétique nucléaire. Alors, si vous voulez, vous avez ici à gauche les images et les parties blanches, c'est ce qui montre les parties où vous commencez à avoir de la démyélisation, avant la thérapie génique et après la thérapie génique, et on s'aperçoit qu'il y a eu stabilisation, alors que si on regarde des patients qui n'ont pas été traités, vous voyez que la démyélisation devient massive dans l'ensemble du cerveau. Alors en fait, il y a eu un troisième patient qui a été traité aussi avec succès. Par contre, le quatrième, je crois, ça n'a pas marché. Mais donc, ça faisait 3 patients sur 4 qui ont bénéficié et qui apparemment sont restés stables depuis. Il n'y a plus de publication depuis. Cette publication, c'est 2010. J'ai demandé à Nathalie Cartier qui m'a dit que les patients sont restés stables depuis. Donc, on devrait se dire, ben voilà, donc, ça a l'air de marcher bien. Et pourtant, il a fallu plusieurs années avant qu'il y ait un nouvel essai clinique plus important qui recommence. Et pourquoi? Tout simplement, enfin, je sais d'après ce que disait le développement de tels virus et les essais cliniques sont extrêmement chers. J'ai oublié de dire d'ailleurs que s'il y a eu un essai clinique donc en France sur ces 3 patients, c'est parce que c'était dans un labo INSERM, mais ça a été très financé à un niveau très élevé, à la fois par l'AFM Téléthon, et par une association qui est l'European Leukodystrophy Association, qui est, elle, spécialisée dans les leukodystrophies. Donc elles ont mis chacune beaucoup d'argent. Elles se sont un peu tapées sur les doigts après, parce que chacune voulait un peu tirer la couverture à elle. Mais enfin, ça a été nécessaire d'avoir, parce que c'est des essais très, très chers. Et en fait, un des problèmes, c'est de trouver des compagnies qui sont prêtes à courir le risque de développer et de produire les vecteurs, et notamment la compagnie qui avait produit le vecteur utilisé par Patrick Aubour. À un moment, elle voulait arrêter même avant, il a dû se bagarrer avec elle pour qu'ils acceptent de faire quand même du vecteur pour 4 patients. Parce qu'eux avaient trouvé finalement que économiquement, ça n'allait pas être intéressant, donc ils voulaient arrêter. Donc là, maintenant, il y a une nouvelle compagnie qui s'appelait Bluebird et qui a recommencé un essai clinique sur 15 patients, je crois. Et le premier patient a été inclus en 2013, je crois. Et donc, on n'a pas de résultats. Voilà, le premier patient, l'annonce dans les journaux, en octobre 2013, donc 4 ans après la publication de Patrick Aubour et Nathalie Cartier, 4 ans après, un premier patient qui est inclus dans cet essai.
Donc vous voyez que c'est... l'essai doit durer 2 ans et sur 15 patients, il y a 15 garçons. Et en mai 2015, Bluebird annonçait qu'ils avaient complété le recrutement des 15 patients. Mais on n'a toujours pas de résultats sur la chose. Alors, il faut dire une chose aussi, et ça a un problème. Parce que qui est-ce qu'on peut traiter? Donc des patients qui sont encore bien, dont on sait qu'ils ont la mutation, donc ça veut dire des formes familiales. Sauf que maintenant, les formes familiales, quand on les détecte, on trouve la mutation. Quand on a trouvé la mutation, on peut faire du diagnostic prénatal. Alors, c'est effectivement un diagnostic prénatal qui peut peut-être poser problème, parce que, le diagnostic prénatal, ça pose toujours problème. Mais là, vous dites, voilà, mais est-ce que finalement, le fœtus qui est atteint, qui a la mutation, est-ce que ça ferait partie de ceux qui n'auront qu'une AMN à l'âge de 35 ans? Et peut-être dans 35 ans, on aura trouvé un médicament. Ou est-ce que ça va être un de ceux qui vont développer une forme agressive à l'âge de 6 ans? Donc, je pense que des cas familiaux, il y en a de moins en moins. Parce qu'il y a de plus en plus de familles, une fois qu'elles ont été identifiées, qui vont demander un diagnostic prénatal. Le gène, il a été trouvé en 1993, donc on est capable de faire du diagnostic prénatal depuis, je dirais, 1995. Nous sommes en 2015, ça fait 20 ans. Donc je pense que, si vous voulez, finalement, ces essais cliniques sont même très difficiles. Alors, il y aurait une solution, et ça c'est quelque chose qui a été exploré notamment par Hugo Moser jusqu'avant qu'il décède dans son laboratoire, et je pense qu'il y a des essais c'est de faire un test néonatal de dépistage par le dépistage des acides gras très longue chaîne, comme on dépiste de manière systématique chez tous les nouveau-nés la présence de phénylcétonurie, par exemple, parce qu'on peut la traiter. Ça serait de faire sur l'ensemble de la population, mais ça a un coût, parce que c'est le dépistage de l'adrénoleukodystrophie à la naissance, et ensuite, soit effectivement chez les enfants de suivre par MRI, ou même si, par exemple, la thérapie génique marche suffisamment bien, etc., peut-être même de commencer à les traiter avant qu'ils aient le moindre anomalie en MRI. Parce qu'il y avait une chose aussi que j'avais oubliée dans l'histoire de la transplantation hématopoïétique, comme dans probablement la thérapie génique. Enfin bon, en tout cas, c'est clair pour la transplantation hématopoïétique, parce que ça a été fait sur suffisamment de patients. Quand vous faites la transplantation, il faut que les cellules souches commencent à se diviser pour produire des monocytes qui vont être les précurseurs de microglies, qui vont aller dans le cerveau. Il faut qu'il y en ait suffisamment. Donc vous avez une période d'environ 6 à 8 mois où la maladie continue à progresser parce que vous n'avez pas encore dans le cerveau, etc. Alors vous imaginez évidemment la pression, parce que voilà. Donc l'idéal, ça serait en fait de traiter quand il n'y a encore aucun problème, mais à condition que ça soit suffisamment sûr pour que on se dit il n'y a pas 10% d'enfants qui vont mourir du traitement. Parce que même quand on fait de la thérapie génique, il faut commencer par faire ce traitement myélo-ablatif, parce que sinon vous n'avez pas de chance qu'il y aura suffisamment de cellules qui vont trouver leur niche dans la moelle. Donc vous voyez que ce n'est pas si facile. Alors juste, j'ai trouvé sur Internet, mais en tout cas Nathalie Cartier ne connaissait pas, une autre compagnie qui veut faire un essai clinique, ou qui a commencé, je crois, ce n'est pas très clair dans leur site, en utilisant un autre virus qu'on utilise maintenant beaucoup en thérapie génique, qui est le Adeno-associated virus. Et là, leur
leur essai clinique serait d'injecter directement dans le liquide céphalorhabchidien le virus, de telle manière qu'il puisse cibler directement notamment le cerveau et la moelle épinière. Mais alors curieusement, je n'ai trouvé aucun papier dans la littérature sur des modèles précliniques qui montrent que ça a des chances de marcher, etc. Donc c'est un peu... voilà. Donc je crois que j'avais déjà parlé de l'utilité du dépistage néonatal. Alors je crois qu'aux États-Unis, il y a des États où on commence à faire ça à titre en tout cas d'essai, mais évidemment ça a un coût et le problème c'est toujours vous allez en trouver combien, est-ce que vous êtes sûr qu'il y a une thérapie, ou est-ce que... Voilà. Et puis ce n'est utile que finalement pour les cas où il n'y a pas d'histoire familiale avant. Alors, je terminerai rapidement en disant qu'il y a d'autres stratégies pharmacologiques, soit qui ont été testées et avec des résultats négatifs, notamment des molécules qui pourraient diminuer la synthèse des acides gras à très longue chaîne. Alors là, en général, c'était des études sur des fibroblastes de patients. Une statine, la lovastatine, a été testée, qui avait l'air de donner des choses intéressantes, a été testée chez les patients, ça n'a rien donné. Phénylbutyrate non plus. Il y a récemment un papier, enfin en 2010, qui est paru d'un groupe hollandais, très bien, le groupe de Ron Vanders, suggérant qu'une molécule qui s'appelle le bézafibrate permettait de diminuer la synthèse des VLCFA dans des fibroblastes, et c'est une molécule qu'on peut utiliser en thérapeutique. Donc il y a un essai, j'ai vu qu'il y avait un essai qui était en cours ou qui était même terminé, mais je n'ai pas trouvé les résultats de l'essai. Alors, autre chose, le gène ABCD1 qui est muté dans l'adrénoleukodystrophie a un cousin, un autre gène qui lui ressemble beaucoup, qu'on avait identifié dans les années 95 dans mon laboratoire, et dont on avait pu montrer dans un modèle souris déficient dans le gène ABCD1 que la surexpression d'ABCD2 permettait de compenser les anomalies assez subtiles qu'on pouvait voir dans le modèle souris déficient en ABCD1. Alors, il y a eu effectivement là aussi des essais, soit précliniques, soit même un petit essai clinique, pour essayer d'augmenter l'expression du gène ABCD2. Pour le moment, ça n'a pas donné grand-chose. Et ensuite, le modèle souris, j'y reviendrai. Il y a un modèle souris, non pas de forme cérébrale, mais au moins un modèle souris d'adrénomyéloneuropathie. Et dans ce modèle souris, il avait été montré qu'il y avait des anomalies liées à des agressions par des composés oxydants, et donc les antioxydants, tels que la vitamine E, etc., pouvaient avoir un effet dans le modèle souris. Et donc il y a un essai clinique qui a été fait, mais là non plus, je n'ai pas les résultats. Et j'ai presque terminé, juste pour dire que même si la souris est quelquefois critiquée comme modèle pour les maladies génétiques, parce que, évidemment, la souris, ce n'est pas l'homme, et qu'on trouve souvent pour certaines maladies que le modèle souris est guéri par une intervention pharmacologique et qu'après on est très déçu quand on essaye de passer à l'homme. Mais enfin, il vaut mieux quand même avoir un bon modèle souris que pas de modèle du tout. Le problème, donc, la souris, le génome de souris a le gène ABCD1 comme l'homme, évidemment. Un knockout a été fait dès les années 95-96. Et les souris knockout avaient bien une élévation des acides gras à très longue chaîne, donc ça c'est bien, sauf qu'elles n'avaient pas l'air malades du tout.
Alors, mon laboratoire, Aurora Pujol, qui a eu le courage d'analyser ces souris suffisamment longtemps, ce qui coûte assez cher, s'est aperçu que finalement, dans ces souris knockout, on avait des premiers signes histopathologiques, donc en découpant les souris à partir de 16 mois, et qu'on commençait à voir des signes cliniques de problèmes neurologiques, mais de problèmes de type périphérique, hein, donc genre AMN, vers l'âge de 18-20 mois, ce qui est presque le maximum qu'une souris peut atteindre. Et d'autre part, ce n'est pas très, très pratique pour faire des études, parce que ça veut dire que quand vous voulez faire une étude, vous devez prévoir 2 ans à l'avance combien de souris porteuses de la mutation vous devez prévoir pour pouvoir ensuite voir si tel et tel traitement a pu avoir une raison. Donc c'est un modèle qui n'est pas très très bien, et puis on n'est jamais arrivé, même en induisant par des diverses stratégies où les gens se sont dit on va essayer d'induire une démyélinisation, on n'est jamais arrivé à observer de forme cérébrale chez la souris. Donc c'est un modèle d'AMN, pas très pratique, ce n'est pas un modèle de cérébral ALD. Alors comme je vous avais dit, il y a ce gène ABCD2 qui ressemble beaucoup au gène ABCD1. Donc mon laboratoire à l'époque, c'était Aurora Pujol, on avait fait un double knockout, et ce double knockout donc du gène ABCD1 et ABCD2 avait un phénotype AMN un peu plus tôt que le knockout simple, mais toujours pas d'ALD cérébral. Mais par exemple, c'est ce modèle qui a permis de montrer l'effet bénéfique d'antioxydants sur le phénotype donc, spinal, et qui a conduit à un essai clinique, donc, comme je vous avais dit, non publié. Donc ça veut dire qu'on n'a pas vraiment de bons modèles souris. On a des modèles de cellules, mais c'est des modèles juste plutôt biochimiques. On a des modèles souris pas très pratiques, parce que quand même ils mettent très longtemps à développer la pathologie pour l'AMN, mais on n'a pas de modèle souris pour le... Et juste les 2 dernières dias, il y a un site auquel tout le monde peut avoir accès du NIH, où il vous liste tous les essais cliniques qui ont été déposés officiellement, en tout cas aux USA et quelquefois dans d'autres pays. Et vous voyez que si on tape adrénoleukodystrophie, on trouve 29 études, dont certaines completed, ça veut dire que ça c'est le bézafibrate. L'étude est terminée, mais elle n'a pas été encore publiée. Withdrawn, ça veut dire que probablement pour des raisons que je ne connais pas, ils ont décidé d'arrêter. Vous avez encore là 2 études sur l'huile de Lorenzo. Nous sommes en 2015, Expanded Access for Lorenzo Oil in Adrenoleukodystrophy. Donc, comme le disait, la messe n'est pas dite. Donc, il faut encore des essais cliniques parce que justement, on n'a pas eu d'essais cliniques rigoureux. Voilà, voilà un autre. Alors, un essai avec bêta-interféron. Donc, ça, c'est parce que je vous ai dit qu'il y a un aspect inflammatoire. Donc, il y a des essais peut-être d'essayer de réduire des aspects inflammatoires. Bêta-interféron, c'est ce qui marche dans la sclérose en plaques. Voilà. Et les antioxydants, ça c'est Aurora Pujol en Espagne et avec Patrick Aubourg qui ont fait cet essai, mais je ne sais pas quels sont les résultats. Les résultats ne sont... Je ne sais pas s'il est... Oui, ils disent completed, mais on n'a pas encore les résultats. Donc, je crois que, pour en revenir donc à ce film, je crois qu'il était intéressant parce que... il était peut-être un peu long, mais il était intéressant parce qu'il montrait ce contraste, d'une part, entre le temps des patients, surtout dans une maladie qui évolue aussi vite, mais c'est vrai aussi pour d'autres maladies, comme la myopathie de Duchenne, que mon ami Jean-Claude Kaplan connaît bien, etc. C'est le temps des patients, le temps des familles n'est pas le même que celui des chercheurs, des autorisations pour faire... quand vous voyez la thérapie génique, par exemple, de Patrick Aubourg, je pense qu'ils ont commencé
vers la fin des années 90 à faire les études sur le rétrovirus. Ça leur a mis 3 ou 4 ans pour voir que les rétrovirus, ce n'était pas vraiment la solution, donc ils sont passés au lentivirus, parce qu'il y avait aussi des évolutions, etc. Le temps d'avoir les expériences souris sur les lentivirus et d'avoir les autorisations pour pouvoir faire des études sur des patients. Alors, en 2009, ils avaient déjà un suivi de 2 ans, donc ça veut dire qu'ils avaient fait le truc vers 2006-2007, mais enfin, vous voyez. Et ensuite, eux, ils ont fait leur essai, donc, finalement, qui s'est terminé en 2009-2010, et ça n'a recommencé qu'en 2013, pour des raisons probablement économiques, de stratégie pharmaceutique, de labos qui soient prêts à mettre les financements extrêmement importants, parce que déjà les 3 ou 4 patients, ça a coûté très cher à l'AFM et à ELA. Voilà, donc vous voyez tout le problème. Juste encore une chose, finalement, effectivement, quand on dit aux parents que leur gosse n'en a plus pour 2 ans, à l'heure actuelle, parce que probablement on a une meilleure prise en charge, la moyenne de survie d'un patient diagnostiqué avec une forme cérébrale débutante est de 7 ans, mais avec une grande variabilité. Et Lorenzo lui-même est mort à l'âge de 30 ans. Il est mort il y a 7 ou 8 ans, je crois, à l'âge de 30 ans. Alors, Augusto Odone, lui, est mort récemment, il y a 2 ou 3 ans. C'était un économiste, hein, effectivement. Donc, lui pensait effectivement que la survie de son fils avait été quand même due à l'huile de Lorenzo. Est-ce que c'était ça ou est-ce que c'était parce qu'il avait aussi une prise en charge, on voit, enfin, tel que c'est présenté dans le film, effectivement une prise en charge très suivie. Voilà, donc on ne sait pas, ou c'est simplement la variabilité individuelle. Donc voilà, vous avez ce qui est arrivé au protagoniste de ce film. Voilà. Oula, on est un peu tard.